Rebonjour à tout le monde. On va maintenant passer à une cuisine un peu sauvage avec Sylvie Ramel qui va se présenter. Bonjour Sylvie, bienvenue sur le plateau de BioAgri dans une nature magnifique et généreuse. À toi la parole. Bonjour, merci Franck, merci beaucoup pour l'accueil aujourd'hui. Donc je me présente, donc Sylvie Ramel. Je suis responsable du projet Cuisine végétale un peu sauvage. Donc c'est un projet qui est centré sur la cuisine végétale de manière générale, vraiment dans un panorama très large et qui est très influencé, très ancré dans les plantes sauvages. On aura l'occasion d'en parler pendant ces instants qu'on va partager. Alors écoute, tu vas nous montrer après quelques recettes, tu nous expliqueras tout ça. Moi je te propose qu'on aille juste se balader à la rencontre surtout de quelques aromatiques sauvages qu'on rencontre partout. On est, chaque fois qu'on se déplace dans l'herbe, on en écrase plein. Il y a en fait tellement de plantes utiles pour nous. Euh, Elles sont toutes utiles, on est bien d'accord. Mais pour nous, en cuisine, mais il y en a une quantité pas possible. Et surtout dans cet endroit, il y a carrément tout le long de l'école des tapis de serpolets. On va aller à la rencontre des serpolets. Notamment, oui. Donc peut-être juste aussi, je vous dis en deux temps, on va vraiment partir sur les aromatiques pour aller vraiment sur des choses très simples. Tout à C'est fait. vraiment un aspect important du projet. Donc on va vous présenter des plantes qu'on piétine jour après jour et voir comment on peut les intégrer à la cuisine justement du quotidien. Alors en fait, on va y arriver très vite et on va finalement faire que quelques mètres parce qu'on est déjà, enfin, nous sommes tout autour de ces tapis de serpolets. En fait, il y a quasiment que ça partout. Donc c'est des toutes petites plantes que je vais peut-être vous montrer ici. Après, je ne sais pas de quelle mesure vous allez pouvoir voir ça de plus près. Donc le serpolet, c'est simplement un thym sauvage. Le serpolet, vous en trouvez plein de serpolets parfumés différemment. Parfois, on peut passer juste d'un mètre à l'autre, finalement, sur des odeurs très très différentes. Et puis, ici, on a un serpolet qui est d'ailleurs très très parfumé, qui a un petit peu le parfum d'agaric, carrément. Ouais. Et puis, vous allez simplement pouvoir l'utiliser comme n'importe quel autre thym que vous avez dans vos placards, dans votre cuisine. Et donc ici, c'en est vraiment tapissé, ce qui est une des caractéristiques aussi du serpolet, c'est vraiment de pousser en tapis. Et puis en fait, on va quasiment faire une balade immobile, parce que dès lors que nous sommes ici, on voit déjà plein d'autres plantes qui vont être aussi d'autres aromatiques. Bon, il y en a une qui est aussi extrêmement courante, qui est juste là, c'est le plantain. Alors je vais essayer de vous trouver une... Alors, toutes ces feuilles sont relativement petites, mais ici, on a le plantain que j'essaie de vous montrer du mieux que je peux. Avec, ici, on a un plantain qui sera plutôt un plantain moyen. Vous allez voir ces nervures qui sont alignées de manière quasiment parallèle à l'arrière de la feuille, qui sont une des caractéristiques. Et puis, au niveau de la plante aromatique, bon, le plantain, on va aussi pouvoir l'utiliser en médicinal, en particulier les fleurs. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est son usage aromatique dans la cuisine. Et si vous le sentez, il ne va pas se passer grand-chose. On va devoir le travailler, typiquement. On va devoir écraser la feuille. Et puis, bon, je vais vous casser l'effet de surprise. Si vous écrasez la feuille, vous allez vous retrouver sur une odeur de champignons, de sous-bois, ce qui va être l'intérêt du plantain au niveau de la cuisine. Qu'on retrouve avec les fleurs, quand il y a le bouton, on les croque et on a vraiment l'impression de manger un agaric champêtre. On est sur le champignon de Paris. C'est assez impressionnant. Exactement. Et puis, je ne sais toujours pas bouger. Alors, je suis désolée si vous attendiez à faire une longue balade, mais alors toujours dans le même périmètre de quelques centimètres. Il est toujours en tout petit format, ma foi. On est sur une zone très sèche, hein, c'est pour ça qu'elle reste petite, et puis tendue régulièrement par le concierge. Donc ici, je suis sur une toute petite feuille d'Achillée millefeuille. Donc à nouveau, une excellente médicinale sur certains aspects et une plante très intéressante en cuisine, tant pour ses feuilles que pour ses fleurs. Mhm. Moi, j'aime autant cuisiner l'un que l'autre et qu'on peut utiliser fraîche, mais qu'on peut aussi utiliser séchée avec une méthode de séchage simplissime. On va simplement laisser sécher à l'air libre. Et puis, en l'occurrence, ici, on sera plutôt sur des parfums un peu musqués, donc avec l'Achillée millefeuille. Et puis, donc, son nom, si vous observez de près, l'Achillée millefeuille, elle a comme 1000 petites feuilles. Donc, c'est clair qu'on va pas, je ne vais pas Bien, revenir bien dans le micro. sur trop de détails de la reconnaissance de cette plante ici. Mais enfin, déjà, ça, c'est une de ses caractéristiques, c'est ces 1000 petites feuilles.
Et puis l'Achillée, elle a quand même un lien avec la mythologie, avec Achille, qui aurait utilisé notamment de l'Achillée pour soigner les blessures de ses guerriers, puisqu'elle a aussi des vertus cicatrisantes. Mais voilà, moi, je vais rester sur la cuisine. Oui. Et puis je ne résiste pas à vous montrer une de mes favorites, qui est juste là, qui est la petite pimprenelle. Je vais vous montrer comme ça aussi un de ses boutons floraux et puis une de ses feuilles. Donc au fait, vous la voyez ici avec des feuilles un peu dentelées qui sont organisées avec des feuilles opposées. Et puis pour la reconnaissance, vous allez pouvoir, comme je l'ai fait tout à l'heure avec le plantain, froisser la feuille. Et puis cette fois-ci, au niveau de l'odeur, on va plutôt être sur une odeur de type un peu concombre. Donc vraiment sur la fraîcheur. Et typiquement, je vais vous montrer deux plantes ultra classiques tout à l'heure à utiliser dans la cuisine et dans une cuisine spécifique qui est la lactofermentation. Mais je dirais la pimprenelle, qui n'est pas forcément prévue pour la partie cuisine, je l'intégrerai très volontiers avec la betterave. C'est vraiment une plante que j'aime bien mélanger avec la betterave notamment. Donc elle a ce côté un peu léger, fruité, et puis qui vient bien contraster avec la betterave qui est plus ancrée, terrestre. Moi, j'aime bien l'intégrer aussi simplement dans la salade. Quand on tombe dessus en croquant, hop, ça nous amène cette petite touche concombre, comme tu dis, qui est très intéressante. Donc, on a la sauge des prés aussi, qui est juste devant toi. Absolument, juste ici. Donc là, déjà simplement, alors la sauge, personnellement, moi je vais surtout utiliser les fleurs. Donc c'est une lamiacée, comme toutes les lamiacées, elles vont être comestibles, utilisables. Après, au niveau de la saveur, la plante elle-même n'est pas toujours intéressante, mais la fleur est un élément décoratif vraiment très intéressant aussi. Non, magnifique, hein, sur le nombre de petites plantes qu'on arrive à trouver sur un tout petit périmètre. Et puis, on va peut-être juste aller voir un petit peu plus loin, encore une aromatique qui tapisse aussi nos talus et qui a, comme pour le thym, des arômes bien différents suivant où on les récolte. Donc on revient de l'autre bout du chemin, on a fait 5 mètres quand même cette fois-ci, avec une grande classique des aromatiques que certainement la plupart d'entre vous avez dans vos jardins, sur vos bords de fenêtres, dans vos cuisines, qui est l'origan. Donc là on est sur l'origan sauvage, mais qui est une plante vraiment très très courante, très facile à trouver. Et au niveau de l'identification, elle est vraiment identique à l'origan que vous avez peut-être dans vos jardinières, au coin de vos plates-bandes. Et donc exactement le même aspect, le même parfum, les mêmes saveurs. Donc, à consommer fraîche ou sèche de la même manière. Et, ah oui, plante décorative par excellence, une pâquerette. Hein. C'est pas compliqué, c'est pas forcément la plante qui va vous amener à voyager au niveau des saveurs, et des parfums, des odeurs, etc. Mais par contre, au niveau décoratif, c'est toujours assez démonstratif. Alors que ça soit dans une salade, que ça soit dans un plat chaud. Donc comme tu le suggères parfois. Déposé au milieu d'une belle soupe d'ortie, juste au milieu, et il faut la récolter le matin quand elles sont fermées, vous les gardez au frigo dans un petit verre avec la longue tige, et à midi, vous sortez ça, vous les coupez, vous laissez 1 centimètre et demi de tige, vous déposez le bouton au milieu de votre soupe bien verte comme ça, et puis vous allez voir gentiment la pâquerette s'ouvrir et ses pétales se déposer sur la surface de la soupe. C'est juste un moment magique. Donc voilà, au niveau décoratif, c'est franchement somptueux. Au niveau médicinal, il y a quelques usages vraiment très spécifiques. Je ne vais pas forcément rentrer maintenant là-dessus. Mais après, la marguerite, d'ailleurs, pourra s'utiliser de la même manière, de la même façon d'autres fleurs qui font partie de cette famille des composés, comme le calendula souci, mais là, on sort des plantes sauvages. Je fais un petit peu mention aussi, parce que ce sera des choses intéressantes à intégrer après dans vos expérimentations éventuelles avec la lactofermentation. Pour décorer. Alors, on va passer à table, en fait, voilà. Où tu vas nous présenter ces recettes. On va aller en cuisine. On va aller en cuisine. J'ai perdu la petite pâquerette. Voilà. Alors, je vais poser ça ici. Alors, je vous disais que j'allais vraiment me concentrer sur des recettes extrêmement simples, avec des ingrédients extrêmement simples. J'ai prévu au fait de travailler avec la plante la plus commune, je vous la montre directement,
ce sera l'ortie. Donc celle-ci, j'ai à peine besoin de la présenter, si ce n'est que quand même, moi j'aime. Faut en parler un petit peu. Je trouve que c'est simplement une des plantes les plus intéressantes qui, heureusement pour elle, a ce côté urticant. Ça lui sauve un peu la peau, à défaut de sauver la nôtre. C'est une des plantes les plus intéressantes à la fois sur le plan culinaire, sur le plan médicinal, sur le plan aussi du jardinage notamment, de l'agriculture. C'est juste une plante qui est fantastique, qui est extrêmement riche en minéraux, qui est notamment très riche en silice, mais qui est aussi riche en fer. C'est un des aspects qui m'a intéressée dans la recette que je vais vous proposer. Les protéines aussi. Les protéines, donc tous les légumes à feuilles vertes sont très riches en protéines, puis ça fait partie, je dirais, c'est quasiment le pilier central de l'approche de cuisine végétale que je propose, puisque je reste centrée sur une cuisine qui soit ce qu'on appelle parfois hypotoxique. C'est-à-dire qu'on essaye aussi de limiter notamment les hydrates de carbone, les glucides, et de se concentrer sur toutes les protéines végétales, mais en particulier les protéines vertes. Donc après, tous les légumes verts vraiment maraîchers, les épinards, les côtes de bête, etc. Mais évidemment que quand on arrive dans la cueillette, on est finalement sur un registre qui va inclure vraiment principalement des légumes à feuilles vertes, dont l'ortie est un peu la plante reine dans ce domaine. Ouais, c'est une toute bonne, comme on disait. Donc en fait, ça ce sera l'ortie que je vais justement mélanger avec le chou, ici en l'occurrence le chou blanc. Donc je suis à la fois sur un classique de cuisine sauvage, je suis sur un classique aussi de la lactofermentation, donc la choucroute de chou blanc, on ne peut pas faire beaucoup plus classique. Et puis ce qui m'intéressait à mélanger les deux, c'est que le chou blanc il va être riche en vitamine C, l'ortie est riche en fer. Et puis en fait, on a ce qu'on appelle des phénomènes de synergie. Donc la vitamine C va venir renforcer l'assimilation du fer de l'ortie. Donc du coup, on va pouvoir à la fois travailler sur ce côté, nutritionnel, quasi médicinal, tout en travaillant aussi sur les saveurs, bien sûr. C'est quand même l'aspect le plus essentiel quelque part en cuisine. Et puis l'aspect visuel aussi, vu le contraste de couleurs. Donc ça, ce sera une première préparation que je vais vous présenter. Et puis ensuite, je vais travailler avec une autre plante extrêmement classique, qui est la berce des prés ou berce spondyle. Donc au fait, on la surnomme parfois la patte d'ours. Exact. Donc elle a une forme qui peut évoquer, selon les feuilles plus ou moins, mais qui peut évoquer la patte d'ours. Et puis c'est une plante qu'on va reconnaître parce qu'elle a, ça n'a un lien direct avec l'ours lui-même, mais elle a un côté velu, donc elle a des poils, elle est poilue. Et puis, au niveau saveur, à nouveau, si on casse la tige ou si on prend une feuille et qu'on la froisse, en fait, on va se retrouver sur une odeur. Idéalement, un beau jour, vous allez être dans la situation où vous dire « Ah, ça sent la berce ». Puis en attendant, si vous ne la connaissez pas encore, vous allez peut-être pouvoir l'identifier en vous disant « Ça sent la noix de coco, ça sent l'agrume ». Voilà, un petit peu dans ces registres d'odeurs. On est donc dans la famille des ombellifères, qui est une famille, juste pour que on situe, le persil, la hache, qu'on appelle aussi herba magil, mais le céleri aussi, tous les légumes racines, les panais, etc. Tous sont de la même famille. Donc c'est d'ailleurs... là, on sort un petit peu du registre, mais ceux qui font du jardin, elles n'aiment pas être mélangées. Donc, quand on fait des associations en culture maraîchère, ne mélangez pas les mêmes familles ensemble, les mêmes plantes des mêmes familles. Tout à fait. Et puis, peut-être aussi ce que je pourrais rajouter sur ces deux plantes, parce que c'est vraiment des plantes qui font partie des plantes de base de la cuisine végétale, pour plusieurs raisons. Bon, déjà parce que l'ortie, on a une longue tradition, une longue habitude de la cuisiner, si ce n'est que souvent, si on parle cuisine d'ortie, on va souvent penser soupe. Or, vraiment, l'ortie, on peut la cuisiner comme un épinard, comme beaucoup d'autres légumes à feuilles vertes, simplement poêlés, en lasagne, vraiment de moult manières. Et puis de la consommer crue, on va le faire d'une certaine façon avec la lactofermentation, même si en lactofermentation, on dit parfois que c'est du ni cru ni cuit. On est vraiment sur un registre qui est entre les deux. Pour la manger crue, il va nous suffire l'ortie de casser ces petites capsules urticantes pour pouvoir la consommer, notamment en pesto. Donc mélanger avec de l'huile, du sel et passer au mixeur. Les gens s'inquiètent déjà, oui mais bon, ça pique quand même ou bien pas Comment tu fais pour casser ces capsules urticantes? Donc je reviens comme ça vers l'ortie. Au niveau de ces capsules urticantes, en fait, quand vous allez regarder de près une feuille d'ortie à contre-jour,
Celle-ci, en plus, on la voit très très bien. Ah ouais, on voit Elle est bien, garnie de ces petites capsules urticantes qui sont en fait des micro-capsules en silice, d'où sa richesse aussi en silicium. Et puis, en fait, ces capsules, si je caresse l'ortie dans le sens du poil, ce qui est toujours une bonne chose à faire dans les relations avec sociales tout en le monde. général, sinon c'est assez risque et péril. Donc, quand je vais casser ces petites capsules, l'acide qui est similaire à l'acide formique qui se trouve dans ces capsules va être neutralisé au contact avec l'humidité qu'il y a dans l'air ambiant. Ça vous rappellera peut-être vos cours de chimie d'il y a fort longtemps ou moins fort longtemps selon Votre âge, votre âge, votre parcours. votre parcours. Donc, si vous n'êtes pas tout à fait sûr de votre coup, que vous avez bien caressé votre ortie dans le sens du poil, vous pouvez encore, pour plus de précaution, la plier en deux, Recommencer. la plier en 4, en 8, en 16, en 32, en 64, en 128. Non, C'était vraiment une grande feuille. Ouais, comme on était à l'école, on Voilà. reprend les maths. Et puis là, voilà, vous passez à table. Donc là, ce qu'on disait, c'est que c'est donc un légume qui est riche en protéines. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est en plus, comme c'est riche en minéraux, ça va faire partie des aliments qui seront très alcalinisants, par opposition à des aliments qui sont acidifiants, comme notamment les produits sucrés, les produits carnés, certains produits laitiers selon la transformation, sans entrer dans les détails. Bien mâcher quand même les orties, parce que même qu'elles piquent plus, elles peuvent rester un petit peu crochées avec leurs poils qui ne piquent plus dans votre gorge. Et des fois, on peut être amené à tousser. Et puis c'est éteint, on n'aime pas trop quand les gens toussent. Donc voilà, je crois que déjà, juste pour ces deux plantes, mais j'étais en train de vous dire aussi dans quel sens aussi c'est des plantes qui sont vraiment de base. Donc l'ortie, plante relativement courante, relativement couramment utilisée en cuisine, même si franchement parler dans l'usage courant, il y a vraiment encore de quoi élargir largement le panorama de son utilisation. La berce, relativement connue, ça dépend les milieux. Donc je vous disais, un de ses surnoms, c'est la patte d'ours à cause de sa forme. On la surnomme aussi parfois, surtout dans les campagnes, l'herbe à lapin. L'herbe à lapin, exactement. Parce qu'au fait, c'est surtout des générations peut-être un peu plus âgées que la mienne, mais qui étaient envoyées, étant petits, dans les champs, récolter l'herbe à lapin. C'était la berce. La berce étant une plante qui va pousser en relativement grande quantité dans les champs et qui sert à nourrir les lapins. Et puis, c'est aussi pour ça que d'ailleurs ces deux plantes font partie des plantes sauvages de base. C'est que ça fait partie des plantes qu'on va déjà trouver relativement facilement en grande quantité. Tout à fait. Et puis qu'on va pouvoir consommer en grande quantité. Si je prends le contre-exemple, par exemple, de l'achillée millefeuille, bon, c'était un contre-exemple extrême tout à l'heure parce que c'était en plus un tout petit spécimen. Mais c'est clair que de là à ce que vous ayez un saladier d'achillée millefeuille en termes de quantité, il va falloir quand même travailler pas mal. Oui, parce qu'on ne récolte pas les plantes sauvages à la faux. On prend les jolies feuilles au cœur. Et puis, en plus, si on veut pouvoir récolter régulièrement, on va prendre quelques feuilles à quelques plantes et pas toute la plante, si on veut qu'elle puisse se régénérer et puis faire des petits qui vous permettront d'en avoir chaque année. Exactement. Donc on parle des fois d'un tiers maximum de récolte sur le site d'une plante. Voilà. Et puis après, en termes de saveur, c'est clair que à la fois je vais pouvoir me faire un gratin entier d'ortie ou de berce. Au niveau saveur, c'est suffisamment... Enfin, c'est goûtu, mais c'est quand même relativement neutre encore par rapport à, encore une fois, cet exemple de l'achillée millefeuille, qui est beaucoup plus une aromatique qu'un légume vert, quelque part, en termes de saveur. Tout à fait. Encore que ça peut se discuter, puis que ça ne soit pas l'exemple le plus extrême sur ce côté aromatique et qu'on puisse l'utiliser. Par exemple, moi j'aime bien cuisiner l'achillée millefeuille avec des pommes de terre au four ou avec en garnir des tomates farcies, etc. Enfin, on sera Magnifique. vraiment sur un registre quand même différent de la berce, de l'ortie ou du cirse potager ou de plantes comme ça. Moi, je te propose de gentiment commencer de faire la première recette, au fait. Alors, je vais vous faire en fait deux exemples de type, ce qu'on appelle choucroute. Ouais. Donc, je commence par le plus classique, donc le chou blanc. Je vais utiliser à peu près un quart de ce chou. On va voir si je suis plus ou moins juste dans mes proportions. Alors, donc au fait, pour la choucroute, j'ai besoin d'un légume, de sel, et puis un peu d'huile de coude. Et puis après, il va me falloir quand même la planche, le couteau, le bocal. Donc on est aussi sur une cuisine ultra simple. Donc ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais simplement, donc je vais prendre à peu près un quart du chou, que je vais émincer, donc je vais encore le retrancher un peu plus petit. Là, je ne sais pas si c'est visible. Je vais enlever le panier, peut-être. Voilà, comme un ça, petit moment. on dégage un peu le champ de vision. Alors, là maintenant, je vais simplement me contenter d'émincer le chou, dans un premier temps.
Si vous êtes dans vos cuisines, que vous avez la possibilité d'être un peu précis sur vos quantités, sachez que ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser pour 1 kg de légumes 10 grammes de sel. 1 kg de légumes, 10 grammes de sel. Il faut noter absolument ça dans un coin. C'est la base. C'est la base. Et là, on est sur des lactofermentations du type choucroute. Donc vous allez voir, on travaillera tout à l'heure exactement avec les mêmes proportions pour les carottes, par exemple. On répète, 10 grammes pour 1 kg. Exact. Et Ça puis, dépendra des légumes ou bien on garde le kilo toujours alors je travaille toujours avec les mêmes proportions. Après, il faut savoir à quoi sert le sel. Parce que kilo, il y a des choses légères, j'entends, et puis des autres beaucoup plus lourdes. Tout à fait. On travaille vraiment sur cette règle de 3 avec vraiment le poids du légume. Ok. Quel que soit le volume du Quel légume. que soit le volume, d'accord. Et puis, il faut un petit peu comprendre aussi à quoi sert le sel dans cette histoire. Parce que si je demande à quoi sert le sel dans une lactofermentation, qu'est-ce qui vient en premier dans l'esprit des gens? La conservation. La conservation. Or, le sel, il a deux... Alors, c'est pas qu'il ne sert pas à la conservation, mais il a surtout deux fonctions principales pour une lactofermentation. La première, ça va être de faire sortir l'eau. Ici, vous avez un chou qui est un petit peu humide, mais qui est quand même pas si, qui est pas si humide comme ça à première vue d'œil. En fait, avec le sel, on va faire sortir l'eau qui est au cœur des cellules. On va ouvrir les cellules, les parois des cellules plantes. végétales. Et puis, la deuxième fonction du sel, ça va être d'acidifier le milieu. Donc, on va faire baisser le pH de notre préparation. Vous allez voir peut-être un petit peu plus concrètement quand je serai en train de mettre dans les bocaux. Donc là, j'ai juste passé ça dans mon saladier pour mélanger ma préparation. Peut-être me décaler un petit peu, plus de visibilité. Voilà. Alors, donc ici, j'ai grosso modo, j'ai à peu près 200 grammes. Parce que j'avais un chou qui faisait environ 800 grammes, j'en ai pris un quart. Si vraiment je suis perdue au milieu de la forêt, je ne suis pas au milieu de la forêt ici, mais enfin, si je suis perdue au milieu d'un champ avec rien à l'horizon d'autre que juste un pot de sel et une cuillère à café, 2 grammes de sel, c'est ça qu'il va me falloir. Si on a bien suivi le calcul. Ouais. Hein. Donc 2 grammes de sel, c'est un petit peu moins qu'une demi-cuillère à café. Parce qu'une cuillère à café, c'est 5 grammes. Donc vous voyez qu'on va pouvoir s'en sortir vraiment un peu avec très peu de moyens. Et puis maintenant, moi je vais quand même chausser mes gants pour aller travailler. Oui, parce que le sel sort aussi l'eau de nos pores. C'est pour protéger un peu les mains. C'est par égard pour le chou et Aussi, puis égard bien pour mes sûr. mains. Et puis, alors, après, je dirais même l'inverse. Quelque part, alors, pour les lactofermentations, ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'on va travailler avec des ustensiles, des mains propres, des légumes propres, mais pas aseptisés. Parce qu'on va justement travailler avec les bactéries qu'il y a dans l'air ambiant, qu'il y a sur les mains, qu'il y a sur les légumes. Typiquement, là, les carottes, donc sur lesquelles on va revenir tout à l'heure, je les ai bien lavées pour qu'il n'y ait pas de terre, j'enlèverai, il y a un petit bout qui est un peu endommagé et je vais l'enlever. Mais en fait, on ne va surtout pas les faire briller à force de les avoir nettoyés, parce qu'on veut justement travailler avec les bactéries qui seront à la surface des légumes. Et alors là, je vais maintenant devoir quand même travailler au corps ce petit chou blanc, sympathique. Je vais commencer par ça, après j'intégrerai l'ortie. Donc là maintenant, je vais vraiment malaxer jusqu'à assouplir les fibres, puis je suis aidée dans ce processus par le sel. Comme je n'ai pas été ultra précise dans ma quantité de sel, ça se pourrait que je doive en rajouter pour que ça facilite le processus de faire sortir l'eau des légumes. Alors là, ça commence déjà. On y est quand même. Donc là, relativement le chou, rapidement. ça sort facilement. Il y a d'autres légumes qui auront peut-être moins de facilité à donner de l'eau. Alors, moi, dans les légumes où ça peut parfois être un peu plus complexe, c'est de faire des essais avec de la côte de bête ou du chou-plume ou des choses comme ça. Donc, on est quand même sur cette famille des choux, sur les légumes racines. C'est relativement simple. Après, D'accord. c'est clair que plus on a des légumes qui sont frais, plus ils ont encore une composition en eau qui est plus grande. Qui est importante, ouais. Voilà, qu'après des mois en cave, va avoir un peu plus séché. Mais... Donc, vous allez voir que j'y suis déjà bientôt. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut savoir à quoi on en est. Je suis un petit peu haut, alors il faut que... Moi-même, j'ai aussi monté sur mes échasses. Tu peux faire le tour, tu montes devant si jamais. Je vais venir un peu. J'ai besoin d'avoir un point d'appui. Par contre, on t'entend plus, mais... Ouais, alors...
Incline plus, voilà. Je le vois plus, mon chou. Voilà. Alors là, j'y arrive bientôt. Alors, je vais juste les donner encore. En fait, quand je vais y arriver, quand c'est prêt, voyez Ça coule. peut-être, voilà, quand je le serre, ça coule comme ça. Ouais. Donc ça veut dire que je vais être prête à mettre en bocaux. Si ce n'est que là, je ne vais pas tout de suite mettre en bocaux. Je vais prendre les orties. Parce qui qu'on sont va derrière rajouter moi. nos orties. Donc, alors après, là, libre à vous de aussi travailler. On pourrait très bien imaginer, prenons peut-être une petite feuille, je vais la mettre de côté pour tout à l'heure. Je l'utiliserai en décoration. Je vais vous montrer comment. Pour l'instant, je la laisse là. Pour le reste, je vais mettre ça ici momentanément. Alors, je vais simplement émincer mon ortie. Plus ou moins fin. Après, il n'y a pas vraiment de règles. Donc là, on se dit, mais t'as pas froissé, donc. Je n'ai pas froissé, non. Et alors, Mais après, ça va quand même aller, mais pourquoi? il faut bien se dire que, alors comme je disais tout à l'heure, la lactofermentation, c'est ni cru ni cuit. Donc on aura quand même un processus maintenant aussi de transformation, même je dirais physique, au niveau de la structure de notre plante, à travers la fermentation elle-même. Ouais, puis Et tu puis vas les même malaxer en plus. là, hein. alors déjà, je le fais quand même au dernier moment parce que je veux pas non plus, je veux un petit peu la préserver, puis pas Pas trop qu'elle l'écraser. s'endommage maintenant. Mhm. Mais maintenant, je vais quand même déjà répartir que ça soit le plus homogène possible, même si à part ça, personne ne m'empêche de faire une couche de chou blanc, une couche d'ortie, une couche de chou blanc, et puis de travailler le niveau aussi graphique de ma préparation. Tout à fait. Donc là, c'est simplement un peu mélangé. On pourrait éventuellement rajouter une petite touche de sel si on a vraiment rajouté beaucoup d'ortie. Ici, ça reste relativement modeste. Alors, maintenant, je vais passer à la mise en bocaux. Alors voilà, un petit peu de ménage. Donc, je vais commencer par remplir une première petite couche au fond de mon bocal. Je travaille sur des tout petits bocaux ici en l'occurrence. C'est aussi une bonne idée si vous faites des premiers essais de travailler avec des petits bocaux comme ça. Comme ça, vous regardez un petit peu ce qui vous plaît moins, sans en faire directement 5 kilos. Donc là maintenant, je vais venir. En fait, j'ai une sorte de pressoir qui est plutôt utilisé normalement pour les cocktails que pour les fermentations. Peu importe, trouvez l'instrument qui vous convienne. Si vous n'avez vraiment rien sous la main, faites-le avec les mains. Là, je viens presser bien au fond de mon bocal. Ça va continuer à faire sortir l'eau des légumes. Tout à fait, on le voit, oui. Et après, c'est une technique, c'est un petit peu moins important que si je suis en train de travailler dans un pot en grès, sur lequel on va mettre une pierre, un poids, pour maintenir en dessous de la surface du liquide. C'est certainement plus important qu'avec cette technique parce qu'ici, je vais travailler avec ces pots à fermeture métallique avec le joint caoutchouc qui va laisser sortir l'air en surplus dans le bocal, les liquides éventuels. Donc en fait, là, mon pressage, il a aussi comme objectif de limiter le nombre de bulles d'air entre les couches de légumes. Mais avec ce système, avec le joint caoutchouc, c'est beaucoup moins important. Donc là, ainsi de suite, puis je vais remplir mon bocal. Donc vous voyez que c'est aussi, au plus, c'est non seulement simple, mais relativement rapide, parce qu'on a quand même, voilà, relativement pris du temps pour papoter encore entre deux. Donc, oui, donc, après alors, je vais vous montrer juste une petite proposition de décoration avec une petite feuille d'ortie. Elle est qui juste là. voilà. Donc là, vous pouvez aussi très bien venir avec votre feuille, la plaquer contre la paroi. On aurait pu en trouver une plus petite. Puis après, vous continuez à remplir votre bocal avec votre préparation, avec pour objectif qu'après, en plus, vous avez même C'est l'étiquette. quasi plus besoin C'est l'étiquette, en fait. d'étiqueter le bocal, exactement. Voilà. Donc, je vais juste rapidement remplir ça. Bien sûr que la bonne pratique fait que vous allez de toute manière l'étiqueter, en tout cas pour la date. Vous allez mettre la date, par exemple, du jour. Tout Donc à là, on fait. met le 10 mai. Je mets une étiquette, souvent je mets simplement un scotch de carrossier tout simple pour m'y retrouver. Comme ça, c'est ce qu'il y a de plus rapide à faire. Vous attendez pas d'avoir quelqu'un qui vous fasse une étiquette calligraphiée, donc vous la mettez jamais. Et puis, donc là, je mettrai la date du 10 mai. Voilà, j'aurais pu mettre un petit chouïa de plus, mais là, pour la démonstration, je pense que ce sera suffisamment clair.
Donc, Euh, remplir vos pots quand même à 1,5 cm et demi du haut. jusqu'à à peu près à la rainure ici. Donc là, il manquerait encore 1 centimètre. Ça Bon, mériterait voilà, ouais. de rajouter. Alors, soit on pourrait même d'ailleurs rajouter une couche d'ortie, enfin, même un autre légume, de la Exact, pour carotte, du décorer chou rouge, aussi, n'importe bien quoi. sûr. Ouais, ouais. Et puis, Et des épices peut-être aussi, si oui, on a envie. Hein. exactement. On est Après, d'accord? c'est vrai que quand je travaille sur le mélange chou blanc, ortie, je m'en tenir à ça pour pas diluer trop les choses au niveau des saveurs. Alors, mettons que j'ai encore mon centimètre de plus, je referme mon bocal, je mets mon étiquette. À partir du 17 mai, je peux consommer ma lactofermentation. Donc, 7 jours après. 7 jours après. Ensuite, si j'attends encore, à partir du 10 mai, si j'attends jusqu'au 31 mai, après ma lactofermentation elle était vraiment stabilisée. Ça veut dire que mon pH ne va plus bouger, c'est-à-dire que mes saveurs vont plus se modifier Se tant que modifier. ça. Et puis ça va se garder ce que j'appelle moi minimum une année. Ben oui. Donc après, ça pourrait même se garder vraiment plusieurs années, toujours à l'abri du soleil direct, si possible en cave. Après, tout le monde n'a pas forcément de cave, donc simplement dans une armoire à l'abri du soleil, à une Voilà. température la plus stable possible, mais vraiment sans s'inquiéter. La lactofermentation, peut-être que je prends surtout le temps encore de parler de ça, Oui, parce alors, que alors les c'est carottes, peut-être après, ce mieux en sera fait. un peu le même Tout principe. à fait. La carotte sera le même principe, simplement au lieu d'émincer, je vais râper. Voilà. Voilà. Donc peut-être quand même ce qui est intéressant aussi de relever par rapport à la lactofermentation, par rapport à ce qu'on a évoqué aussi tout à l'heure dans notre micro-balade. Ouais. En fait, la lactofermentation, c'est une des techniques, je dirais, de base de conservation. C'est vraiment la fonction première de la lactofermentation, c'est la conservation. Après, ce dont on s'est rendu compte, et en particulier, je dirais, ces 10 dernières années, avec toute la recherche sur le microbiote, c'est qu'en plus de conserver, la lactofermentation, elle va transformer au niveau nutritionnel, elle va rendre encore plus intéressant ces aliments. Donc ça veut dire que si je cherche la vitamine C du chou et le fer de l'ortie, ce sera encore plus intéressant après la lactofermentation que, par exemple, la feuille que j'ai grignotée tout à l'heure crue ou que juste une salade de chou blanc comme ça maintenant. Pour l'assimilation, Oui, etc. Cet accord parfait en fait où l'un et l'autre s'entraident pour être encore voilà. meilleurs. Mais même si j'ai que du chou, un chou tout simple, il sera plus intéressant au niveau nutritionnel après lactofermentation, parce qu'en fait, on va passer à travers ce qu'on appelle des processus enzymatiques qui vont commencer déjà à décomposer la nourriture, à découper. Nos aliments vont déjà commencer à être découpés en plein de Prédigéré. nutriments, ils seront comme prédigérés. Et puis donc tout ce qu'il y a d'intéressant sera beaucoup plus facilement et rapidement assimilable par l'organisme. Comme le levain pour le Exact, pain. exactement ce qui était discuté tout à l'heure. Tout à fait, donc. Donc voilà, alors après, donc pour les accords entre par exemple la berce et la carotte, ça c'est à chacun de faire ses expérimentations. Moi j'aime bien mélanger la carotte qui est quand même relativement sucrée avec la berce qui est sur ce goût un peu agrume, justement Ouais, ananas. superbe. On part vraiment quasiment sur des desserts, que ce soit justement en salade ou en lactofermentation. Et puis de nouveau, avec la berce, on sera sur une plante très riche en vitamine C notamment. Donc après, à chacun d'expérimenter, et clairement les plantes qu'on a regardées au tout début, donc le plantain, le serpolet, la pimprenelle, Ouais. pimprenelle betterave par exemple, je suggérais, etc. Donc on va vraiment pouvoir les utiliser comme on utiliserait n'importe quelle plante aromatique ou graine dans nos lactofermentations. Donc là, par exemple, si je sortais du registre plantes sauvages, ce que j'aime bien faire avec le chou blanc, c'est du chou blanc cumin, par exemple, ou avec d'autres graines, d'autres épices. Ouais. Donc voilà aussi d'autres usages aussi des plantes qui peuvent être plus de ce côté aromatique et épices. Mais c'est magnifique, mais tu vas encore nous parler de toutes sortes de lactofermentation, peut-être avec des choses dont on n'a peut-être pas parlé, comme légumes. Jusqu'où on peut aller lesquels on peut pas lactofermenter, par exemple? Alors sur lesquels on peut se poser des questions, c'est par exemple l'aubergine. Ça peut Oui. prêter un petit peu à discussion parce que c'est typiquement un légume qui ne devrait pas se manger cru. Mais comme on est sur ce registre ni cru ni cuit, on va pouvoir quand même le faire lactofermenter, le consommer. Mais après, ce sera aussi des questions de quantité en fait, de légumes qu'on va consommer. Donc après, les limites qu'il peut y avoir, c'est par exemple si vous prenez les haricots. Le haricot, il a quand même une fibre végétale qui est assez costaud. Donc normalement, le principe de la lactofermentation, c'est qu'on travaille 100% cru. Ouais. On ne va pas cuire, parce qu'en fait, si on chauffe, on va détruire les micro-organismes avec lesquels on travaille justement pour la lactofermentation.
Mais les haricots, expérience faite, c'est quand même nécessaire de les blanchir pour ramollir un peu cette fibre. Ouais, ouais. Et puis ensuite, comme ça, les mettre en lactofermentation. Et puis Mais voilà, tu ça, vas ça les peut durer blanchir alors. vraiment 2-3 minutes à la vapeur, vraiment D'accord. juste les assouplir quelque part. Après, d'autres limites, bon, les limites, ce sera un peu les goûts et les saveurs, mais j'ai pas vraiment d'autres limites en tête, de choses qu'on puisse pas faire. Et puis ça, c'est vraiment plus un petit monde des fermentations, parce qu'après, il y a bien sûr, voilà, fermentation, bon, tu évoquais le levain, mais après, il y a enfin, justement, fermentation des céréales, il y a fermentation, toutes sortes de boissons lactofermentées, etc. Enfin, Le un pain, le univers vin, entier. La bière, ouais, énormément. le lait, les fromages. Voilà, c'est le monde de la fermentation, le yogourt, c'est voilà, Exact. tout ce qu'on a comme ferment en fait. Lactique d'ailleurs, la fermentation lactique. Tu peux peut-être nous parler de pourquoi c'est lactique? Alors, on va travailler avec On pense au lait, voilà, en voilà. fait, dans les produits laitiers, on va trouver des lactobacillus. Donc, on va aussi retrouver de l'acide lactique, mais on ne va pas avoir de lactose dans les lactofermentations. C'est simplement qu'on a travaillé avec le même type de bactéries, le même type de procédé de fermentation. Donc quelqu'un qui serait allergique au lactose, Il peut se jeter sur les choucroutes de chou blanc sans aucun risque. il n'a Du aucun tout. risque. Donc ça, c'est Absolument. très important à savoir. Absolument. C'est vrai que c'est une question qui vient de manière très récurrente. Oui, mais je suis allergique au lactose. Absolument. Lactofermentation, pas de problème. Eh ben voilà qui réjouira certainement plein de personnes. Mm. Tu nous racontes un petit peu ce que tu fais, parce que tu fais des cours. Explique-nous voir un petit peu tout ça, puis comment on peut te contacter, comment Oui. on peut partager quelque chose avec toi. Alors avec grand plaisir. Donc le projet, il est beaucoup né autour des plantes sauvages, puis il a grandi avec le vecteur de l'alimentation vivante qu'on appelle aussi cuisine crue parfois. Donc ici, en plus avec ce que je vous ai présenté, je suis vraiment au carrefour entre ces plantes sauvages et l'alimentation vivante. On est vraiment au cœur du vivant avec ces processus de fermentation. Et puis, en fait, le projet, il s'est articulé dès le départ, principalement autour d'ateliers découvertes, de cours. Il est évidemment, comme pour beaucoup d'entre nous, en train de se transformer avec la situation qu'on vit actuellement, parce que j'ai beaucoup de fêtes de cours en présentiel. Et puis c'est encore le cas. Là, je vais avoir des cours à partir de la semaine qui vient. Je vais avoir des cours en tout petit groupe en présentiel au Mont Pèlerin, au-dessus de Vevey, sur la cueillette de plantes sauvages, dans laquelle je vais de nouveau évoquer ce genre de procédé. Après, j'ai des cours en ligne aussi. Pour rassurer les gens, Oui. donc par rapport à l'autorisation pour le Covid, Oui. les gens te contactent, c'est bien de venir combien de personnes? Alors c'est maximum 4 personnes. Voilà, Parce qu'avec maximum moi, ça 4. fera 5. Ouais, Après, on verra bien à partir du 8 juin dans quel monde nous vivrons à ce moment-là. Dans le voilà. monde d'aujourd'hui, ce sera 4. Avec moi, nous serons 5. Respect, bien sûr, des distances requises. Donc, il n'y aura pas de moment cuisine qui a pour l'instant été un moment central de ces ateliers. Mais il y aura par contre un moment dégustation, parce que c'est important dans l'apprentissage des plantes. Parce que c'est vrai, on nous a parlé des plantes tout à l'heure. C'est vraiment fondamental pour moi de pouvoir travailler avec les 5 sens. Donc, il y aura l'occasion pour chacun et chacune de pouvoir cueillir, ramasser des plantes, y compris les ramasser pour ensuite les cuisiner chez soi avec les recettes que je vais présenter au moment de la dégustation. Et puis, les gens partiront aussi avec les recettes à réaliser chacun chez soi. Et puis après, moi, j'organise régulièrement des stages. J'aurai un stage le 14 juin à la Fort-Clap près des Diablerets sur les plantes sauvages et la cuisine, qui va certainement pouvoir de nouveau s'organiser peut-être sur une géométrie un petit peu différente que celle qu'on connaît maintenant jusqu'au 8 juin. On va voir On espère. un jour après l'autre. Et puis ensuite de ça, je prépare un certain nombre de produits que je commercialise dans différents magasins en Suisse romande. Le projet est actuellement en train de grandir. Je suis en train de travailler avec des collègues qui commencent à m'aider à la préparation de produits. Donc ça va être de plus en plus facile de trouver les produits cuisine végétale un peu sauvages. Et puis, mais il faut quand même toujours avoir à l'esprit que l'objectif du projet, c'est la transmission de savoir. Voilà. Donc ça veut dire que même si on va pouvoir trouver plus de ces produits comme on vient de préparer maintenant sous vos yeux, on va aussi avoir de plus en plus de formations, de cours, y compris des cours pour les enfants qui vont être beaucoup plus développés dans les prochains mois. Et puis, ce sera aussi l'occasion après de venir en ligne, parfois poser des questions. Voilà, j'ai tout un système aussi qui est là pour que moi, je puisse transmettre mon savoir, que mes collègues qui sont en train de rejoindre le projet puissent aussi transmettre leur savoir, mais surtout qu'une communauté puisse se créer autour de cuisine végétale un peu sauvage, puisse venir régulièrement à des réunions qui seront soit dans des espaces virtuels, soit vraiment sur le terrain pour pouvoir échanger, discuter, etc. Donc voilà. Et puis après, je cuisine pour des groupes lors de stages, retraites, etc. Et puis
encore un grand plongeon dans le mystère pour la suite par rapport à ça. Mais donc, Ouais, donc voilà. c'est avant tout une passion, un plaisir, donc c'est que du bonheur, quoi. Exact, hein. Oui, Donc on rejoint le sixième sens dont parlait Ligrand. Il y a les cinq sens que oui. tu aimes bien, mais il y a le sixième, c'est le partage, c'est d'être ensemble, voilà, de se souvenir qu'on a des goûts et du passé avec les gens avec qui on a partagé des choses. Eh bien, en tout cas, je te remercie infiniment pour tout ça. Répète encore exactement où on te trouve le site. Oui, alors le site c'est cuisinevégétale.ch, donc cuisine végétale en un mot au singulier. Et puis après, vous me retrouvez sur Facebook, sur Instagram pour des partages plus visuels. Et puis, j'espère vous croiser dans la vie sur les ondes ou dans la vie terrestre. Voilà. Alors merci encore infiniment et puis merci de partager cette connaissance des plantes sauvages parce que on est à BioAgri, c'est les producteurs, les agriculteurs, mais avant tout pendant des centaines de milliers d'années, on a mangé des plantes sauvages avant de les cultiver et puis si tout à coup on ne pouvait plus cultiver pour une raison ou une autre, bah, il y aurait toujours beaucoup à manger, certainement bien assez pour nourrir la planète. C'est malheureusement le savoir qui commence à se perdre. Donc retrouvons ce savoir parce qu'on risque bien d'en avoir besoin dans le futur. Merci Un beaucoup grand et à merci. bientôt. Merci beaucoup à vous. Merci.